Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver, j'en peux plus moi-même de cette intro. Je l'ai entendu 1 milliard, je l'ai fait 1 milliard de fois, il faut que j'en trouve une autre, c'est pas possible. Je suis accompagné de mes stagiaires préférés pour vous débriefer ce Grand Prix autrichien. Comment va Maxime ? Bah salut mec, ça va super et toi ? Eh ben écoute, ça va, le MotoGP était sur un de mes circuits préférés, alors j'ai kiffé, mais on va en reparler. Comment va Léo ? Ah bah moi ça va nickel, et comme toi c'était certainement mon circuit préféré, donc j'ai bien kiffé ce week-end. Préparez-vous pendant 1 heure, il va vous dire, alors oui, quand moi j'étais sur le circuit, la visibilité, on se rend pas bien compte, mais là ça descend ou ça monte, hein, mais moi j'y étais en vrai, il va nous dire, vous inquiétez pas. Bon, comme d'habitude, un peu de news avant de débriefer le Grand Prix autrichien, et avec une grosse news, on peut dire que c'est une grosse news qui est tombée, c'est la signature du pilote Moto2 Ai Ogura chez Trackhouse Aprilia en 2025. Donc Ogura actuellement 2e du championnat Moto2 derrière son coéquipier Sergio Garcia, 2e du championnat Moto2 également en 2022. Il avait un avenir prédestiné à remplacer Takaki Nakagami chez Honda, parce qu'en contrat chez Honda depuis une éternité. L'année dernière, il est passé du Team Honda Asia à MTN MTMSI. Déjà, ça sentait un petit peu le Rossi pour nos amis japonais. Et ça se précise cette année avec une signature du coup chez Aprilia. Donc, je suppose, on n'est pas dans les petits papiers, mais une rupture totale du contrat avec la firme japonaise, à mon avis. À mon sens aussi, c'est un gros doigt d'honneur qu'il leur fait en pleine face. Mais ça, on va en reparler. Ce week-end, il n'a pas couru. Il a pris un high side, sa première chute de l'année. Il a pris un high side vendredi, s'est cassé la main malheureusement, donc il n'a pas pu rouler. Bref, messieurs, qu'est-ce qu'on pense de cette signature pour 2025 à commencer par toi, Maxime. Je trouve que c'est bien pour lui qu'il rentre en MotoGP par la porte Aprilia Trackhouse plutôt que par la Hyundai Idemitsu. C'est toujours mieux, même si Aprilia Trackhouse c'est pas non plus... ils n'ont jamais montré de très très belles choses pour l'instant. En sachant que c'est un peu compliqué chez Aprilia de base, donc pour comprendre la moto, donc on se doute que dans l'équipe satellite c'est aussi compliqué, mais c'est toujours mieux. Très content pour lui, content pour Aprilia aussi. Je pense que c'est une bonne pioche. C'était un des meilleurs à aller chercher, en sachant qu'en plus il a l'avantage de la nationalité dont on parle beaucoup en ce moment pour un certain Sergio Garcia. Donc c'est rafraîchissant, je trouve, c'est cool. C'est une bonne pioche, j'aime bien. Léo, même question, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée d'Ai Ogura chez Trackhouse ? Je pense que c'est mérité, avec ce qu'il a fait en Moto3, ces 2 saisons en Moto2, 3e cette année. Alors surpris parce que je m'attendais plutôt à voir Roberts, honnêtement, sur la moto, mais je suis content, vas-y. Non, en fait, c'est ce qu'on entend depuis le début d'année, Roberts, effectivement. Et tu parlais de passeport, Maxime, et effectivement, le passeport de Joe Roberts a appuyé dans ce sens de cette signature. Et au final, Trackhouse avec David Ebrevio sont plutôt partis sur un Ai Ogura, ce qui sportivement semble être un meilleur choix. Peut-être que en termes de communication, c'est pas le meilleur, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on attendait plutôt Joe Roberts à sa place. Ouais, clairement, hein, ça collait bien, et en plus il sort une saison monstrueuse, hein, il faut le dire, au meilleur moment, il est régulier tout le temps. Bon, ce week-end, on en parlera, c'est pas trop ça, mais c'est la première course où il est pas au top. Moi je suis content pour Ogura, puis ça envoie un sacré message à Honda, surtout que moi je le voyais mal sur la Honda Idemitsu. J'ai l'impression que c'est une moto qu'on place sur la grille pour faire plaisir aux Japonais, rien de plus. J'ai l'impression qu'elle joue rien cette moto, alors peut-être parce que c'est Nakagami aujourd'hui qui est dessus. Mais je sais pas, c'est l'impression que ça me dégage. En revanche, c'est bien sur le court terme, mais sur le long terme, moi j'ai l'impression que Honda ils sont capables de sortir lors de la réglementation une moto canon, là où Aprilia, avec le peu de moyens qu'ils ont, ça peut être compliqué. Donc si ça se trouve, lors de la réglementation, si Chantra monte, il se retrouve avec une moto ouf en 2027 je crois, ou 2028. Là où potentiellement Aprilia peut se louper sur des motos qu'ils n'ont jamais trop faites, quoi. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Après, j'espère pour lui que du coup il est resté en bon terme avec Honda au cas où.
entre guillemets. Après, peut-être que, enfin, je sais pas, c'est des stratégies. Je pense pas qu'ils puissent faire ce genre de choses, mais peut-être qu'ils se sont dit avec Honda, ok, bah la moto est pas bonne. On travaille déjà sur 2027 pour faire une bonne moto en 2027. Signe ailleurs, fais-toi la main sur une bonne moto. Et nous, on met tout sur une bonne moto sur la nouvelle réglementation. Et à ce moment-là, en 2027, tu viendras chez nous, tu vois. Je sais pas si c'est des genres de stratégies qui peuvent exister. Mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est des paris sur l'avenir, tu peux pas deviner. Mais Yvan le dit souvent quand il est là. Les Japonais vont pas rester aux fraises des années encore. C'est des mecs qui gagnent, ils savent faire gagner des motos. Ça durera pas encore ad vitam. Je t'écoute, Maxime. Moi, j'ai peur d'une seule chose. Alors, c'est une grande analyse de comptoir. Ouais, bah, on est là pour ça. Ogura est quand même réputé et on voit que son style de pilotage est quand même un style très anglais qui correspondrait vachement plus à la KTM. J'ai l'impression en tout cas. Et l'Aprilia c'est quand même réputé pour être une moto, c'est un rail quoi. C'est vraiment très rigide, très droit, c'est très vite dans les virages rapides mais c'est vraiment très stable quand elle va bien cette moto là en fait. J'ai un peu peur que ça corresponde pas à son style de pilotage. Alors après peut-être que je me trompe complètement et qu'il va pouvoir s'adapter. Mais Apparemment, Trackhouse a déclaré l'exact inverse. Pourtant, j'ai eu la même analyse que toi, en disant c'est un mec où la moto bouge beaucoup, etc. Et c'est pas du tout le cas de l'Aprilia, que ce soit des Aprilia officiels ou des Trackhouse. Tu vois pas Raúl Fernandez ou Maverick Viñales faire des entrées. Ouais, mais tu les vois pas faire des entrées de folie en travers. Alors que Ayogura, il est archi impressionnant là-dessus. Mais David Ebrivio apparemment a déclaré au micro de je sais plus quelle télé, c'était pas Canal, que ils sont partis sur ce choix parce que c'est celui qui a le style de pilotage qui correspond le mieux à leur moto. Mais il doit être beaucoup plus compétent que nous pour dire ça. Donc, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On va lui faire confiance. Mais c'est vrai que mais il doit voir des choses, des datas qu'on n'a pas en fait, je pense. Bien sûr. Mais genre tu le mets sur une Tech 3, mec, ça a l'air fou quoi. Mec. Écoute-moi, Ayogura sur une Tech 3, là, je ferais des sauts partout, là. Je serais archi content. Vas-y, Léo. Pour revenir à ce que tu disais, s'il restait en bon terme avec Honda, imaginons ça se passe bien sur la Trackhouse et le HRC lui propose un contrat pour la Repsol, enfin pas Repsol du coup parce qu'il risque de partir, mais pour le team officiel en 2027 avec la nouvelle réglementation. Ah, c'est ouf. Je pense que, je sais pas, charismatiquement, ça peut trop bien coller. Je suis d'accord. J'adore. Et je suis d'accord avec toi. Tu sous-entends qu'il ne garderait pas Marini, je suppose. Je te trouve un peu dur. Très triste. Ça serait pas mérité, peut-être. Mais à voir. En vrai, on en reparlera, mais en vrai, Marini fait ce qu'il peut, le pauvre, je pense. Donc voilà pour Ayogura. Moi, alors je vous donne mon avis très vite fait, même s'il va rejoindre le vôtre rapidement, c'est mon pilote préféré en Moto 2. J'adore son style. Je suis amoureux des pilotes japonais depuis que je suis tout petit, donc je suis trop content de revoir un pilote japonais prometteur en MotoGP, surtout sur une moto qui oscille entre la deuxième et la troisième meilleure moto du plateau en fonction des saisons, même pendant les saisons des fois. Elle a commencé en étant troisième meilleure moto du plateau 2024, là elle est plutôt deuxième meilleure moto du plateau. Enfin, techniquement, non, la deuxième meilleure moto du plateau, c'est la GP23, mais c'est un autre débat. C'est ce que tu es en train de me dire. Mais en tout cas, voilà. Je suis vraiment content de le voir. Il a l'air, c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui fait pas beaucoup d'erreurs. Il a fait un week-end très compliqué en Angleterre, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, il fait sa première chute de l'année. On est fin août, quoi. Donc, non, ouais, je suis vraiment archi content. Ça va acheter du merch. Alors, peut-être pas Trackhouse, c'est pas très beau, mais ça va, je pense, acheter du merch à un moment donné. Mercato toujours, donc on le sait, l'ami Paolo Campinotti a signé chez Yamaha, et donc on aura donc 4 Yamaha l'année prochaine avec 2 motos satellites Pramac. On ne sait pas si ce sera des motos de l'année ou des motos de l'année précédente. De toute façon, ce sera des Yamaha, donc ça sera forcément pas très rapide jusqu'à 2027, donc ça change pas grand-chose. Il a fait une déclaration au micro de Canal en disant que c'était fait pour Oliveira à 90% et pour Jack Miller à 95%. Je trouve que c'est un line-up très petit bras, très... je trouve ça un peu faible, ça manque d'ambition, à mon avis. C'est 2 mecs qui ont la trentaine, quasiment, ou passé, je sais pas exactement, qui ont prouvé des choses intéressantes en MotoGP, mais qui, à mon avis, sont plutôt passés, qui sont pas l'avenir du MotoGP, ça c'est certain, même si c'est des mecs qui ont des carrières très honnêtes. Donc je trouve ça un peu nul, et on va en parler tout à l'heure, on va en parler aussi. Maxime, tu as parlé de Sergio Garcia qui lui apparemment se fait un peu ken par son passeport, qui va rester en Moto 2 l'année prochaine.
Parce que bah ouais, la Dorna pousserait pour avoir un Australien et un Portugais en MotoGP l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on pense de ce line-up chez Pramac Yamaha, monsieur Léo? Moi, ça me dégoûte. Alors, pas Carrément. le line-up, mais c'est le fait que Garcia n'ait pas sa place quoi, qui me dégoûte. On parle du passeport à chaque fois, sauf que le passeport, c'est en demi-teinte, hein. Raúl Fernandez qui re-signe chez Trackhouse, bah, il est nulle part. Alors oui, je l'ai défendu, mais il est vraiment nulle part. Et Aldeguer, alors peut-être que c'est un gros crack, mais au final, il a fait 5 bonnes courses l'année dernière. Sinon, en Moto 2, à côté, on l'a jamais vu. Et on attendait de lui au début de saison, et il est nulle part. Il va faire une victoire, il va faire 3 courses où il chute, une victoire, 3 Tous courses où on ne le longue voit pas. Vraiment, c'est inconstant, et il va récupérer une Ducati. Alors que Sergio Garcia, bah, c'est sa deuxième saison en Moto 2. Il est intouchable, et il montre clairement de belles choses. Bon, si maintenant je peux refermer la parenthèse coup de gueule. Non, Mais, non, mais euh, c'est bien. mais ouais, bon, c'est bien pour Miller et Oliveira. Miller, il est rigolo, bon, c'est pas ce qui fait avancer une moto. Ça va peut-être bien se marrer avec Campinotti. Après, je crois que c'est les motos de l'année qu'ils vont avoir. Et je pense que moi, j'aurais préféré un line-up avec un rookie et un mec d'expérience. Après, peut-être qu'ils misent sur Miller parce qu'il connaît déjà le team Pramac. Et sur 2 mecs qui ont de l'expérience potentiellement pour les amener, je sais pas, sur un autre contrat par la suite. Pour essayer d'avoir plus de data de plusieurs équipes, plus de retours, j'en sais rien, mais on va dire que ça peut se comprendre, moi je le comprends pas. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ça? Enfin, c'est compliqué à analyser comme situation. Je pense que si on prend la situation assez froidement, sans affect, moi j'aime beaucoup Garcia. Mais au final, c'est un peu un gamble, quoi. C'est-à-dire que tu vois Raúl Fernandez qui arrive et qui est très très solide sur les Moto 2, qui arrive sur la Yamaha, dans la même équipe d'ailleurs. Enfin, non, pas dans la même équipe, pardon, c'était dans la satellite, c'était Trackhouse à l'époque. Mais qui arrive sur une Yamaha en tant que rookie et qui s'écroule complètement, quoi. Donc Garcia, il y a beaucoup moins de garanties pour moi. Et donc derrière, après, t'assures avec 2 mecs qui ont de la connaissance. Miller qui est passé chez Honda, qui est passé chez Ducati, qui est passé chez KTM, donc il va t'apporter quand même pas mal de choses, je pense, qui connaît déjà l'équipe en plus, qui connaît le patron au moins. Et puis Oliveira, c'est un mec qui a gagné des GP, quoi. 4 Donc victoires, quand même, c'est pas rien. voilà, c'est pas rien dans différentes conditions, même si c'était souvent dans des conditions un peu farfelues. Mais, est-ce qu'il y a plus au final de garantie en signant Garcia? C'est plus sexy, c'est sûr, parce que les autres on a un peu l'impression que vas-y, ça fait 10 ans qu'ils sont là, laisse-nous tranquilles, on en a marre. Mais d'un point de vue purement sportif, et si on était à leur place, je sais pas si j'aurais pas fait leur choix. En plus, Euh, je sais pas si on peut en parler, mais au final, en face, t'as quoi comme choix? T'as Didja, mais qui lui signe sur une GP24, donc, enfin une GP25 l'année prochaine, pardon, donc il n'y a pas photo. Après, qu'est-ce que t'as comme choix sur le marché, quoi? C'est la question. Tu vas. Tony Arbolino, non? Oh non. Euh, En vrai, pour moi, Sergio Garcia était le seul choix intéressant à Discutable. faire. Si on élude complètement la partie Toprak pour d'autres raisons. Mais en tout cas, oui, pour moi, Sergio Garcia, c'était le seul truc vraiment sexy que tu as envie de faire en Moto 2 avec les pilotes qui restaient, sachant que bah, Ayogura et Ferdinand Degar sont partis. Je suis pas sûr qu'un Aaron Canet ou qu'un Ah Alonso non, Lopez, ça c'est fasse complètement différent. ça fasse vraiment envie. Donc, je suis d'accord que si t'arrives pas à faire monter Sergio Garcia pour X raisons, Miller Oliveira, pourquoi pas. Après, ouais, C'est des mecs qui ont gagné des GP, pas rêver, hein. bah, ça fait pas rêver, mais en fait, tu cherches pas à faire rêver les gens, tu cherches juste à charbonner pour remonter l'usine là où elle doit être. Et du coup, tu vas chercher des mecs, ben, ils ont gagné des GP il y a longtemps, et ils les ont gagnés, et ils ont de l'expérience. Donc, pour remonter, tu te baseras peut-être sur leur expérience à eux plutôt que sur construire la carrière d'un rookie, quoi. En sachant que l'avenir chez Yamaha, c'est clairement pas Sergio Garça, c'est Fabio Quartararo, quoi. Donc, Clairement. Après, Vas-y, Léo. il te faut des retours, hein. Miller, Oliveira, ça tombe quand même beaucoup. Alors qu'il faut quand même des mecs les qui restent sur retours leur reviendront roue. plus tôt. C'est ça qui est bien. S'ils reviennent. Euh, non, presque le meilleur mercato côté Yamaha, c'est leur pilote test, où ils vont troquer Cal Crutchlow contre Augusto Fernandez. Alors certes, le nom fait pas rêver, mais ça reste quand même un jeune qui pourrait utiliser toutes les wildcards dans l'année. Et je pense qu'il faut le faire.
Avec ce qui a été fait aujourd'hui, potentiellement Dovi qui serait intéressé par redevenir pilote test Yamaha. Je sais pas Je si pense vous que avez ça vu par la contre, shape de c'est un Dovi. bon point. Dovi, il a une shape à la Lorenzo, c'est magnifique, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, Ah ouais? Ah putain, non, je pas vu. mais Mais, ouais. le truc, c'est que pour moi, Augusto Fernandez, c'est. Alors pour Yamaha, pourquoi pas? C'est un mec qui va vite, donc c'est un mec. Enfin, qui va vite. Oui, c'est un mec qui va assez vite quand même, donc qui va pousser la moto dans ses retranchements, donc il est capable d'avoir un retour technique intéressant, sans doute, j'en sais rien. Par contre, pour lui, je trouve ça nul. Le mec est pas vieux, frère. Qu'est-ce que tu fais là? Les autres pilotes d'essai, c'est Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso et Paul Espargaro. Gros, t'as 24 ans, 23 ans, va en moto 2, je sais pas. Enfin, je trouve ça Faut, nul. faut penser à quelque chose. Le pilote titulaire chez Yamaha, c'est qui? Avec Quartaro. Ah, c'est Alex Rins, donc tu vas pouvoir le remplacer. Ah, malin, Donc, ça c'est il y a malin. moyen que tu fasses 10 GP dans la saison quand même. Ça c'est malin. J'avais pas Mais c'est pensé vrai à ça. que j'ai écouté l'épisode que vous avez fait avec Yvan la semaine dernière et l'idée de retourner en Moto 2 est quand même plutôt intéressante, je trouve, pour moi. En tout cas, c'est la plus intéressante de ce qu'il y aurait pu avoir. Après, est-ce qu'il y a vraiment eu des discussions? Je suis pas sûr. Mais bon, au pire, peut-être Rincy tombe, on sait pas, on lui souhaite pas, mais il est déjà mal en point, le pauvre. C'est Au clair. final, les pilotes qui marchent bien en pilote test, c'est des mecs qui étaient pas forcément vieux, qui n'ont pas eu forcément grande carrière en MotoGP, hein. Je pense à des Savadori et des Pirot, qui ont apporté beaucoup à Aprilia et Ducati, sans jamais rien faire à côté. Alors je crois que Pirot il fait le champion italien, mais bon, c'est pas une référence non plus, quoi. Savadori, ouais. Apparemment, c'est Ouais. un très bon metteur au point. Ouais, C'est mais pas ce sauf qu'on que, demande. ouais, par contre, il fait son taf de metteur au point, il fait plutôt bien. Ouais, bah, enfin, chaque fois Euh, qu'il a les pièces test, il finit pas la course. Il tombe toujours, il finit jamais une course. Enfin, un petit mot, messieurs, très rapide avant qu'on débriefe l'Autriche sur le line-up VR46 qui s'est décidé aussi là. Ce week-end, on n'en a pas parlé avec du coup DJ Antonio qui va signer sur une GP25 et Franco Morbidelli qui sera sur le team VR46 avec une GP24. Très rapidement, qu'est-ce qu'on en pense, Léo? Bah, c'est mérité pour DJ Antonio. Honnêtement, Trop bien, je suis d'accord, ouais. alors lui, il était au bord de quitter le MotoGP, il a rebondi sur une VR46 in extremis, et là il chope un contrat Ducati, hein. C'est pas un contrat VR46, contrat Ducati pour avoir la moto GP25 l'année prochaine, sur 2 ans en plus. Donc franchement, cool pour lui. Et Morbidelli, bah, on a beaucoup discuté sur les réseaux ce week-end, mais au final c'est pas démérité. Il est à peu près là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas plus de lui, ni moins. Donc je pense que en plus, signe que pour 1 an, je pense que ça va, il mérite sa place. En plus, comme on en parlait juste avant, il n'y a pas forcément quelqu'un qui fait plus rêver quoi à côté. Ça t'a fait mal à la bouche de le dire, mais on a compris. Ah Maxime, je t'écoute. mec, j'ai absolument le même avec Léo. DJ Antonio, mec, il est passé par des phases assez compliquées. Tu sais pas d'où il revient, donc là, pour le coup, c'est un des plus réguliers sur la GP23. Donc moi, je trouve qu'il mérite sa place. Dans ceux qui resteront chez Ducati l'année prochaine. Ça fait pas mauvais genre ou mauvaise décision, en tout cas, de lui filer à lui. Et tout pareil pour Morbidelli, de toute façon, t'as pas beaucoup de choix. Et c'est un pilote VR46, donc ça reste logique d'aller le chercher à lui. À part lui, de toute façon, il n'y a pas grand monde à placer chez VR sur une moto de l'année d'avant. Donc c'est logique. Il n'y a pas de souci. Je vais pas donner mon avis puisque c'est exactement le même que vous, donc on va pas perdre du temps. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief des courses de ce week-end. C'est parti. Le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, la question traditionnelle, et je commence par toi, Léo, qui a été sur place. Qu'est-ce que tu penses du circuit? Mais je sais pas si vous le savez, mais je suis déjà allé là-bas. Et on le dirait pas à l'écran, mais le circuit est vachement vallonné. Si, Quand on est au virage 3, l'écran, on voit. Non, en vrai, même outre le fait que j'y sois allé, même à la télé, je trouve il est magnifique le circuit. Mais ne serait-ce que par les paysages, on en parlait lorsque on pensait que les nuages arrivaient. Bah, au final, tout le circuit autour, c'est de la forêt. Je trouve que c'est magnifique. Même le tracé est intéressant avec plusieurs endroits où on peut doubler, notamment le dernier secteur, les 2 derniers virages là. Les batailles Marquez-Dovis avaient offert de beaux trucs. Donc moi j'adore. Maxime. Je suis complètement d'accord avec Léo. Je sais pas, j'ai l'impression que en plus quand ils y sont, c'est hyper bien filmé.
Ça offre des angles de caméra assez chouettes et tout. C'est vraiment très 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 cool à suivre. Circuit varié. La chicane, toujours pas fan ici, perso. Le tour Joker. Le ton Joker, ouais, C'est bien du entendu. rallycross, d'accord. Le long lap est catastrophique, c'est une horreur. Le premier virage, c'est une horreur aussi. Vraiment, tout ce secteur premier virage là, c'est vraiment une horreur. Mais le reste du circuit est génial. Le vallon, le paysage, comme disait Léo, je vais pas le paraphraser. Non, non, vraiment gros coup de cœur. En plus, dans toutes les catégories, que ce soit automobile, moto, tout ça, c'est vraiment gros coup de cœur pour ce circuit. Tout pareil, un de mes circuits préférés de l'année en fait, même s'il se passe rien, moi j'adore regarder les courses comme tu dis parce que c'est trop beau, ça rend trop bien, c'est hyper bien filmé. Nique sa mère la chicane, vraiment au Morbidelli, on te remercie pas pour les travaux, t'as tout enculé. Parce que ça donnait des freinages de fou furieux au virage 3, c'était incroyable. Donc ouais, vraiment trop bien. Et en plus c'est le circuit que déteste le plus aller chez Spargaro, donc c'est une bonne raison pour moi de l'adorer. Course Moto 3 donc sur les circuits de Spielberg on va avoir une victoire de David Alonso devant David Munoz et Daniel Olgado après une course très disputée. La pole était revenue à Ivan Ortola mais malheureusement il a calé sur le tour de chauffe donc il a dû partir des stands et Alonso partait lui P6 avec un long lap, il va quand même réussir à aller chercher la victoire. André Piqueras termine 4ème alors qu'il avait un long lap, lui aussi il fait une super course. Weiger 5ème, Fernandez 6, Rueda 7, Kelso 8, Ortola 9 qui va réussir du coup à faire une super remontée et Ricardo Rossi 10ème. Léo, qu'est-ce que tu as pensé de cette course? Elle était vraiment... La fin était incroyable, c'était super animé. Même la course en général, parce que, comme disait Maxime, déjà le rendu à l'image est très beau du circuit. Mais je trouve que la course Moto 3 a été bien filmée, contrairement à la sprint MotoGP qui a été horrible. Mais ils montraient bien au bon moment la bataille devant. Ils m'ont bien montré la remontée d'Ortola, qui est vraiment à souligner parce que ce travail est monstrueux. Et ils ont bien montré aussi le travail Alonso-Piqueras quand ils sont revenus sur le groupe. Donc j'ai beaucoup aimé la réalisation, comment ils ont joué sur le coup. Et après, oui, les derniers tours, on s'y attendait un petit peu quand on a vu Alonso venir. Quand on a pris la tête de la course, quand il a pris la tête de la course, on en a parlé entre nous, mais on savait déjà comment ça allait se terminer. Et pour autant, on a peut-être l'espoir tous d'avoir Munoz, une attaque assassin dans le dernier virage. Bon, il n'y a pas eu, mais Je pense que s'il se rate pas dans le premier virage, à mon avis, il se passe quelque chose. Il Parce que assassine même peut-être avant. ouais. c'est David Munoz, quoi. Enfin, il est obligé. Et après, c'est bien d'avoir des pilotes comme ça, même si lui, il va souvent au-dessus de la limite. Mais s'il se rate pas au premier virage, en plus, il avait l'air d'être un peu plus rapide que lui, parce que il a un peu d'écart après s'être raté, et il finit dans son échappement, quasi. Hein. Sur le dernier tour, c'est le spectacle, mec. Le freinage qu'il fait pour entrer Mais- dans la chicane, c'est n'importe Incroyable. quoi. Incroyable. Il rentre moitié trop large, il a l'avant, il force dessus, c'est incroyable. Le dernier tour, genre quand il va chapper dans le double gauche, dans le dernier du double gauche, là, il va prendre. Ouais. Merde, il prend le gado à l'intérieur, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, lui, il a pas perdu bonheur. Hein. Incroyable. Vas-y, Léo. Pour la petite anecdote, Alonso et Munoz s'étaient déjà battus ensemble en Rookies Cup à Spielberg justement. Et pareil, Alonso a gagné les deux courses, exactement pareil, en doublant premier virage Munoz. Et Munoz qui fait le forcing en travers partout, il arrive jamais à le passer. Et Alonso, un peu comme on le voit aujourd'hui, qui est intouchable quoi, dans son style de pilotage où il gère à la fin. Quoi. Il a l'impression qu'il fait toujours les mêmes types de courses. Ça fait 3-4 Grands Prix qu'il a un peu moins de vitesse, dans le sens où il n'écrase pas les essais. Il a même pas forcément la pole. Là, il part que P6. En plus, il fait de la merde, du coup, il se retrouve avec un long lap. Mais en plus d'être très rapide, parce qu'il est quand même toujours très rapide, il est plus malin que tous les autres, parce qu'il leur fait toujours la même. C'est-à-dire qu'il est dans le groupe où ça se bagarre, et à 5 tours de la fin, il passe devant, il leur met 3 dixièmes, et les autres peuvent rien faire. Pour moi, Léo, je te pose la question, est-ce que c'est tout droit pour lui maintenant? Enfin, qu'est-ce qui peut lui arriver en fait? Avant le week-end, je t'aurais peut-être pas dit oui. Là, aujourd'hui, il a quand même une sacrée avance sur le reste. Et en fait, celui qui devenait extrêmement dangereux, c'était Ortola, qui avait en plus porté avec la pole et qui avait un rythme de malade.
Ça se trouve, il aurait pu partir tout seul, ou alors il aurait pu jouer la victoire jusqu'au bout, et l'écart aurait pu être réduit, et ça se trouve, il aurait même peut-être pu grappiller un petit peu sur David Alonso, on sait pas. Là, Alonso, il creuse beaucoup, et je pense qu'à la régulière, ça va être dur de le rattraper, sauf si Alonso chute le reste de la moitié de saison, mais j'y crois pas. Maxime, même question, parce qu'en plus, on l'a vu faire une seule erreur cette saison, David Alonso à Jerez. C'est un mec qui tombe pas beaucoup. En vrai, là, 71 points d'avance sur Ivan Ortola, ça semble compliqué pour les autres, là. Ah, c'est clair, carrément. De toute façon, il nous montre qu'il est encore au-dessus ce week-end, et le seul auquel je pensais, je sais pas si c'est pareil pour toi Léo avant ce week-end, mais c'était Ortola. Surtout quand on le voit prendre la pole, il était vraiment en force ces derniers temps. Enfin, sur les 5 dernières courses et 5 podiums de victoire, il part en pole. Enfin, c'était vraiment, je pense, son rival numéro 1. Donc bon, maintenant on va voir comment il arrive à gérer son avance jusqu'à la fin de la saison. Parce que c'est quand même des pilotes qui sont assez jeunes. Hein. Faut pas, même s'ils courent depuis longtemps, peut-être pas forcément quelque chose de facile. Mais il y a tout pour y croire en tout cas. Il y a aucune raison de douter de lui pour le coup là. Il a 2 victoires d'égaler le record de victoires en Moto 3 de Romano Fenati. Et je pense qu'il va tomber avant la fin de la saison. Oui, C'est possible. Je pense qu'il passera en Moto 2 l'année prochaine, mais avant, il va battre le record, c'est sûr. Alors que Romano Fenati est resté 107 ans en Moto 3, pour l'anecdote. Hein. Là, il a égalé Mir. Ouais. Et il gagne un Grand Prix sur 3 depuis son arrivée en Moto 3. Okay. Incroyable. Pour moi, ouais, son seul rival, c'était Ivan Ortola qui, à mon avis, a fait peut-être l'erreur de trop. Et pourquoi pas Colin Weiger, mais à qui il en manquait un peu là ce week-end, et du coup il prend trop de. Tu rajoutes à ça l'erreur qu'il fait au Sax, et du coup il se tire une balle dans le pied, quoi. Malheureusement. Est-ce qu'on peut parler vite fait de Piqueras quand même? Vas-y. Il se montre de plus en plus et qui fait une course super intelligente ce week-end. Ouais. Il se retrouve dans le long lap en même temps qu'Alonso et il le lâche pas. Et du coup au rythme, il a le même rythme qu'Alonso pour remonter. Il est vraiment dans sa selle. Hein. Moi j'étais impressionné parce que c'était celui qui dégageait le plus d'aisance. Il avait l'air très vite. La moto bougeait pas, etc. Et comme tu dis, quand ils font le long lap tous les deux avec David Alonso, il garde le rythme, il le tient. Donc je me suis dit, putain, c'est étonnant quand même. Et derrière, pour moi, c'était mon call, très clairement, vu la facilité qu'il avait l'air d'avoir par rapport aux autres. Mais après, peut-être qu'il est un peu. Il manque un peu la bagarre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il manque un peu d'XP. Léo, peut-être tu me corrigeras. Peut-être qu'en catégorie jeune, c'était un bagarreur, mais quand tu te retrouves dans un groupe avec Weiger, David Alonso et David Munoz et qu'il faut mettre des coups de coude, et Daniel Olgado qui est pas le dernier pour ça non plus, qui est pas mal pour le coup pour la bagarre. Ouais, il était solide dans les derniers tours Olgado. Hein. Ouais, je pense que André Piqueras c'est un peu juste encore, mais c'est bien, hein, il a pris énormément d'XP là-dessus, je pense. Piqueras, c'est un mec en junior. Sa première saison, il se fait tuer par Rueda. Après Rueda, il gagne. Je crois qu'il y a une seule course où il la gagne pas, donc il est monstrueux. Mais la saison d'après où il est champion, c'est le même style. Il reste un peu derrière, un peu comme Alonso. Il va passer à un moment où il va mettre une accélération et quand il est devant, impossible d'aller le passer. Il n'y a qu'en Rookies Cup qui arrivait à le gagner parce qu'il te faisait des assassinats venus derrière et seul lui est capable de garder la moto en place. Mais sinon, c'était intouchable. Après, je pense que la saison l'année prochaine en Moto 3 elle risque d'être monstrueuse parce que tous les bons vont monter et on va se retrouver avec Munoz chez Intact GP qui est encore très jeune, Munoz, deuxième plus jeune sur la grille. On aura Piqueras, Rueda qui est là pour le titre l'année prochaine, potentiellement Olgado et tous les rookies qui vont monter. Je veux pas vendre du rêve, mais je pense que ça va être des monstres qui vont directement être dans la danse. Je suis archi hypé, vivement 2025 pour mon premier degré. Sur Moto 3, j'ai trop envie de voir les jeunes plus. Il y aura Quiles. Ouais, Quiles, Uriarte, Carpe, ces gars-là, c'est incroyable. Alors, Uriarte, va falloir attendre. Je connais tous ces noms grâce à Léo, bien entendu. Je fais le malin, mais sans lui, je connaîtrais pas. Un petit point championnat vite fait, du coup, David Alonso est en tête devant Ivan Ortola de 71 points, Daniel Olgado 3ème, Weiger 4 et David Munoz 5ème. Messieurs, est-ce qu'on enchaîne avec le Moto 2? C'est bon pour vous? Ouais. Allez, c'est parti, Moto 2. Moto 2 sur ce circuit de Spielberg avec la performance annuelle de l'ami Célestin Vietti qui va prendre pole et victoire. Personne ne sait comment, lui non plus. Voilà, il y a une fois par an, les planètes s'alignent, il est trop fort, il est intouchable, c'était ce week-end.
Profitez-en maintenant, la prochaine fois c'est en 2025. Je suis très sérieux, hein. Vraiment, je suis très sérieux. Spielberg. Et ça, Oui, à Spielberg, Spielberg. Ouais, il est trop fort. Mais n'empêche, il va être au-dessus du lot. Ce week-end, il prend la pole et derrière la course. Ben, en vrai, en course, il a pas été inquiété, mec. Il part devant. Ouais. Il fait son erreur là. Il prend 1 seconde et demie. Il fait son erreur au virage 3 et il reprend de l'avantage en fait. mec. Moi, quand je dis que je suis pas d'accord, c'est pas par rapport à la course et au qualif, c'est que pour moi, celui qui est au-dessus du lot ce week-end, c'est Ogura. Jusqu'à qu'il tombe. Ah, après, il a fait que 2 séances, donc c'est un peu compliqué de. Ouais, mais sur les 2 séances, il est trucide les autres. Après, À Silverstone aussi. Hein. Il a fait pareil à Silverstone, ouais, ça. Ouais, Ah, c'est vrai. et en course, il a disparu. Alors après, ça me fait chier de dire ça de Oui, Goura parce que je. Et Je l'adore. aussi. Ouais, peut-être. En vrai, vu la perche qu'il fait à Silverstone, il y a eu un problème. Enfin, je veux dire, tu peux pas être aussi fort tout un week-end et même pas être capable de tenir Jérémy Alcoba, tu vois. Faut être sérieux. Donc oui, peut-être que voilà, Ayogura, sans la blessure d'Ayogura, ça aurait été plus compliqué pour Vietti, mais en tout cas, tant mieux pour lui, il a su profiter. Mais en tout cas, les autres qui étaient là avaient pas le niveau pour aller chercher Vietti ce week-end, tout simplement. Il va terminer devant Alonso Lopez et Jack Dixon 3e, Aaron Canet 4e, Tony Arbolino 5, Marcos Ramirez 6, Binder 7, Chantra 8, Roberts 9 et Philippe Salach 10e. Je t'écoute, Léo. moi, ce qui me fait dire que potentiellement Ogura aurait pu jouer quelque chose ce week-end, c'est que Alonso Lopez a tenu ses pneus, donc je pense qu'Ogura était en capacité de les tenir. Euh, Non, après, tant mieux pour Vietti, hein. Il a fait Oui. sa petite perf annuelle. Du coup, ça lui- Puis en vrai, il a fait la perf dans l'année qui va lui sécuriser un guidon pour la prochaine. Franchement, un Psartek. Hein. en vrai, on peut pas dire, hein, Osag, il est pas dégueu, il est 5. Silverstone, il fait 3. Là, il gagne. Non, il est Il est dans un bon mood là. Bon, par contre, on le repère dans 2 semaines. Aragon, et après il y a 2 fois Misano. Hein. Ah, ouais. Donc Alors, s'il y a attention. le boss, peut-être. Tu sais qu'il y a un Ah, truc qui Misano me il fait sera peur. là, gros, ça, 50 bornes. Tu sais qu'il y a un truc qui me fait peur, c'est que quand il est devant, enfin, je me dis, putain, il fait une course comme Bagnaia, tu vois. Et je me dis, ah, vas-y, ta gueule, dis pas ça. Tu vois. Vraiment, le blasphème est fou. Mais la course qu'il fait, il part devant, il met un éclat sur les premiers tours, sur le jus du pneu, tu vois. Et après, il gère son écart. Il est hyper régulier je crois il tourne en 34, un truc comme ça. Il est en petit 34, 34-2, 34-5 par là, mais il est dans le même dixième à tous les tours. Ça oscille à 3-4 dixièmes de tolérance, tu vois. Mais... Et puis après, il gère son écart. Il n'est pas inquiété. Et même après son problème de boîte de vitesse là, parce qu'il tombe sur le poids mort, ce qui arrive de temps en temps avec ces boîtes de vitesse là apparemment, il se retrouve Canet et Dixon sont à 3 dixièmes, et Alonso Lopez, les 3 parce qu'ils sont remontés, il a plus que 3 dixièmes d'avance, et ben il panique pas et il reprend son petit matelas tranquille d'1 seconde et demie. Franchement, masterclass de Vietti, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Aussi fort, moi je trouve. Au moins Toutes ces un an. victoires, elles sont pareilles. Hein. Ouais. Toutes ces victoires, elles sont masterclass, métronome, calculées au millimètre. Mais après, Après, cette année, côté, il a pas du mal. il y a peut-être on peut lui trouver un facteur, je sais pas trouver le mot, mais t'as compris. Un facteur aggravant, un facteur, je sais pas. Un facteur. Ce qui roule sur une Kalex, c'est que Kalex était vraiment très peu à l'aise jusqu'à maintenant, et là, le regain de forme de Kalex va avec son regain de forme à lui aussi. Donc, est-ce que l'un va pas avec l'autre et l'un ne va pas sans l'autre? On verra dans les prochains GP. Mais pour le coup, là, sur les 3 derniers GP, je pense que depuis l'Allemagne, après, Kalex va mieux, beaucoup mieux, même, de plus en plus. Et lui avec. Donc, à voir maintenant si ça. Mais putain, j'y crois pas, mais à voir si ça reste régulier, quoi. Je crois pas non plus. Mais bon, pourquoi pas pour lui. Messieurs, j'ai quelques noms que je voudrais aborder avec vous et qu'on n'a pas cités dans le top 10, parce que le top 10, bon, voilà, c'est des pilotes classiques, pas grand chose à dire là-dessus. 11e place de Denis Onju. Il fait un gros départ. Il fait très un gros départ de fou. Il y a 7 places au départ. Et derrière, il tient. Alors, il en repère un petit peu, forcément. Mais il termine 11e. C'est de loin son meilleur week-end. Il revient de blessure. Alors, vous le savez, c'est pas mon pilote préféré. Mais je pense qu'il peut être perfo et il a la trajectoire d'un rookie classique en Moto 2, un peu dur au début, et il commence à trouver du rythme des fois sur des séances d'essai, etc. Et là, gros départ, il fait une bonne course et tout. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Est-ce que je m'emballe ou est-ce qu'il y a eu un petit quelque chose là? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit quelque chose. Après, à pondérer, hein, c'est son circuit préféré et tout ça, mais on peut aussi prendre en compte qu'il revient de blessure. Mais comme tu le dis, je trouve il a un peu la même dynamique que Garcia l'année dernière.
du mal au début. Et mi-saison, on voit un petit axe de progression, ça va vers l'avant. Et moi, ce que je trouve le plus notable avec Wanzhou ce week-end, c'est 11e, c'est un bon résultat pour lui, mais c'est surtout qu'il est dans le groupe, il joue pour la 6e place jusqu'au bout. Ouais, Donc potentiellement, il peut aller chercher une très bonne position au final. je suis assez d'accord. Maxime, un mot sur Dennis Ondiou ou t'en parleras? Euh, je sais pas, j'ai du mal à me projeter. Pour le coup, il a fait une bonne course. Ouais, mais c'est bien quoi. Ouais, c'est bien, Euh, il était là, enfin, il a fait 11e, quoi. Deuxième blaze dont je voudrais vous parler, Sergio Garcia, du coup, qui va prendre un long lap, qui n'était pas dans un week-end incroyable, mais qui va se démerder à aller chercher 2 points. Donc pour Ayogura, c'est bénéf parce qu'il ne pouvait pas participer et Sergio Garcia va pas s'envoler, va pas prendre, il ne met pas un 25-0. Donc ça, c'est bien. Mais dans l'autre sens, Sergio Garcia, pour moi, c'est le même, avec un résultat différent, mais c'est le même style de course qu'à Silverstone. Dans le sens où il n'est pas à l'aise. Alors Silverstone, il va faire mieux que ça, il va réussir à terminer dans le top 5 et sauver beaucoup de points. Mais il n'est pas à l'aise, il prend un long lap, mais il s'accroche, il prend 2 points quand même. Et on a déjà vu des championnats jouer sur 2 points. Donc voilà, c'est un peu plus tiré par les cheveux qu'il y a 2 semaines. Mais je trouve que ouais, c'est le genre de courses qui à la fin peuvent compter. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Je pense que Guevara lui a pris 2 points. Et on s'en rappellera dans l'histoire. Il lui a pris un titre. Et ce week-end, il lui a pris 2 points. S'il perd le titre pour 2 points, mec, on se rappellera d'où ils sont. Et dommage, parce qu'en vrai, il perd 8 points dans la manœuvre. Alors, c'était très serré. Je pense qu'il était vraiment à la limite, parce que derrière lui, il y avait un gros groupe. Il y avait l'autre PNJ derrière, Marcos Ramirez. Gonzalez. Ah, Marcos Ramirez. Bon, c'est pareil. Derrière lui, il y avait vraiment une file de pilotes derrière où vraiment il n'avait pas de matelas de sécurité, donc il était sûrement le couteau sous la gorge. Donc dommage, il laisse 8 points en route, mais il se démobilise pas, il en prend quand même 2. Bon, ma foi. Léo, un petit mot rapide sur Sergio Garcia. Au final, il s'en sort bien parce que, comme on le disait, Ogura était très fort. Il aurait pu beaucoup scorer et potentiellement repartir avec la tête du championnat. Et comptablement, à la fin du week-end, il prend 2 points sur Ogura. Si tu le présentes à quiconque qui n'a pas regardé la course ni les résultats, lui il va se dire que c'est bénéf pour Garcia, quoi. Et le dernier que je veux aborder, mais vous le savez, vous vous en doutez, vous le voyez venir, l'ami Fermín Aldeguer, et Casper ce week-end. S'il n'avait pas été là, on s'en serait pas rendu compte. Il a fait le même week-end que moi, mais en pire. Complètement absent, il se qualifie 17ème, il est à peine, enfin c'est une catastrophe. Et en course, il fait un bon départ. Il se retrouve, je sais plus, 11-12, un truc comme ça, et il dégringole petit à petit pour aller terminer à la 20e place, alors que son coéquipier termine P2. J'ai pas les mots. Je sais même plus quoi en penser. Maxime, comment tu analyses ça? C'est compliqué à analyser, hein. Moi, le seul truc que je me disais, c'est est-ce que en fait ce qui se passe, c'est pas normal? Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu en fin de saison dernière qui a été anormal en fait? C'est un peu ce qu'on voit depuis 3 ans avec Fermín Aldeguer en Moto 2. Des passages de 3-4 courses où il va être flamboyant et on a l'impression que c'est un crack comme on en a rarement, peut-être une fois tous les 10 ans, tu vois. Et puis après, il retombe dans l'anonymat d'un pilote lambda de Moto 2, quoi. Je me disais aussi, est-ce que c'est pas lui l'erreur du mercato? Est-ce que c'est pas lui le mauvais choix au final? C'est un peu c'est un peu mon analyse de la chose, quoi. Après, il est super jeune. Ouais, mais quand même. Moi, je pense que l'erreur, c'est de l'avoir signé aussitôt. Mais après, avoir des trous d'air, c'est pas grave. Un circuit que t'aimes pas, un pneu qui va pas, enfin tu sais, un problème physique et tout, ça peut arriver. Mais là, lui, c'est toutes les 3 courses, et là, c'est pas un trou d'air qu'il a pris, c'est un cratère. Mais surtout que le cycle se répète. Il arrive vraiment pas à être régulier devant, quoi. Peut-être pas, on n'en est plus à parler de jouer la victoire tous les week-ends, mais on en est vraiment à dire, mec, être aigu dans le top 5, quoi. Genre, au moins prouver un minimum que t'as ta place en MotoGP, tu vois. Et... Après, me demandez pas pourquoi, mais il a... Alors, c'est pareil, hein, je l'apprécie pas vraiment sans le détester, mais genre, il m'est assez indifférent. Mais pour moi, il a le profil type du mec qui monte sur la MotoGP et c'est une fusée. Je sais pas pourquoi. Et moi, alors, attention, c'est une comparaison, mais je voudrais surtout pas que les gens croient que je blasphème.
Mais il me fait penser à un mec qui s'appelle Casey Stoner. C'était pareil. Genre, il était archi vite en 250, mais sur courant alternatif, comme c'est pas possible. Par terre, une course sur deux, et l'autre 10 secondes d'avance. Enfin voilà. Et quand il est passé en MotoGP, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et l'autre, c'est un crack de fou furax. Donc, je dis pas qu'il va avoir la même trajectoire. Mais pour moi, il y a vraiment un scénario où ça existe, où malgré tout ce qu'il est en train de montrer et qui peut faire peur, on fait les malins en disant ah là là, Ducati, machin et tout. Ça se trouve, Ducati, mec, eux, ils savent des choses que nous on sait pas. Ils sont assis dans leur canapé, ils sont très contents de leur signature. Vraiment. Ça peut-être ça existe. Hein. Je t'écoute, Léo. Au final, je pense pas que ça soit anormal, comme disait Maxime, son résultat de la fin de saison dernière. Parce que tu claques pas ce qu'il a claqué à tout le monde anormalement. C'était beaucoup trop fort pour que ça soit de la chance ou quoi que ce soit. On peut pas dire que c'est la moto parce que Lopez était nulle part. Donc je pense que c'est pas anormal. Et au final, quand on regarde cette saison, quand il est dans le coup, il est dans le coup plus, si je peux dire. Derrière, il fait des résultats où il tombe et des résultats pas très bons. Et des résultats horribles comme ce week-end. Après, on peut pas lui en vouloir, il finit devant un champion du monde, la bise à Masia. Mais potentiellement que l'année prochaine, comme tu dis, il arrive, il explose tout, parce qu'il va arriver sur une GP24, mais qui sera terminée, pouponnée, tout ce que tu veux, elle sera parfaite, la moto. Si ça se trouve, la GP25, ça sera quand même une petite différence par rapport à la GP24. En et début sur de un saison, week-end, comme d'habitude, ouais. pas cette saison, hein. Cette saison, la GP23, même en début de saison, tu faisais rien face à la GP24. J'ai l'impression que ce qu'a fait Marquez à Jerez, là, c'est plus possible. Ouais, Quand c'est même. plus possible non Quand plus, même. mais Tu vois. quand même. Mais si ça se trouve, il va aller gagner et battre le record de Marquez. Mais je crois que je vous l'avais annoncé même sur ses contre-pairs. J'avais dit, il peut, pour moi, il a plus sa chance de battre le record de Marquez qu'Acosta. Je l'avais déjà dit. Il sera dans les clous en termes Il d'âge? sera dans les clous, ouais. Ok. Écoutez, à surveiller, parce qu'en plus, oui, il aura une moto qui pourra lui permettre ça. Un petit point championnat, messieurs, rapidement. Sergio Garcia, du coup, est toujours en tête devant Ayogura de 20 points. Joe Robert, c'est pas largué du tout à 32. Et Alonso Lopez, pour moi, non plus à 42. Et Fermin Aldeguer, 50, c'est pas encore kata. Mais par contre, il va falloir à un moment donné se réveiller. Le pire, c'est qu'il y a un monde où il fait les 5 dernières courses qu'il a fait l'année dernière, ou les 4. Mais en tout, Pour moi, il y a un monde où la tournée outre-mer, mais il explose tout le monde. Après, Ah, mais attention, non, parce non. que là où Garcia s'est révélé. ouais. Et puis, Après, il y a Kalex, etc. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. pour aller chercher Ayogura au Japon et en Thaïlande, il va falloir pas s'amuser non plus, je pense. Un petit point aussi, très très rapide, Vietti, il est 6ème au championnat. Hein. Donc s'il rentre dans un tunnel là, avec l'anciennement Aragon, Misano, attention. Attention aussi, alors j'y crois pas du tout, mais Dixon, qui Ouais, est j'allais le dire qui est pas si loin non plus. Et il est dans une bonne 7ème. spirale aussi. Oui. Non, mais Voilà, après, il fait attention, 4, attention 2, à 1, Denis 3. Sodia aussi. Attention, peut-être que. Non, mais- attention au freinage. On va faire Non, un mais, lancer à Alex Skrig, pourquoi pas? Non, mais je sais pas. Non mais gros, je dis pas que Dixon il joue au championnat, mais il est dans une bonne spirale, il est qu'à 66 points de retard. Oui. Il y a un scénario où il est top 3 au championnat à la Mais- fin de la saison, c'est pas un kata, tu vois. Dixon, c'est 68 points de retard, avec 5 résultats blancs au début. Hein. Ouais. Écoutez, on verra, mais c'est quand même vraiment. Putain, c'est vrai, 5 résultats blancs au début. Kata. Mais c'est quand même la saison Moto2, elle est très intéressante, je trouve. Ouais, ça va prendre. Messieurs, ça fait déjà bien trop longtemps qu'on parle. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance. C'est parti pour le MotoGP. MotoGP, donc sur ce circuit de Spielberg, Paul de Jorge Martin. Vous êtes habitués, le samedi matin, c'est une bagarre entre Bagnaia et Martin. C'est tout. Les autres, ils viennent en spectateurs. Les mecs, ils ont mis une branlée à tout le monde ce samedi matin, c'était une folie. Hein. Même Bastianini, n'a rien compris. C'est pas son exercice favori, j'en conviens. Mais en tout cas, il était pas mal samedi. Bref. Course sprint, et là, il s'est passé quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est la pénalité qui a été infligée à Jorge Martin, qui a pris un long lap parce qu'il s'est raté au freinage de la chicane et il a tiré tout droit. Il n'a pas perdu assez de temps d'après le règlement, donc il a été sanctionné d'un long lap. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on doit brûler vif Freddy Spencer?
ou les règlements. Léo, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense qu'elle est juste dans le sens où, depuis le début de la saison, bah, quand ça se passe comme ça, il a mis les pénalités à tout le monde. Je pense à Bastianini au Mans, qui prend une pénalité exactement pareille, alors que si ça se trouve, sans le long lap, il peut jouer la victoire avec les 3 autres devant. Il avait un rythme monstrueux, on avait déjà parlé à ce moment-là. Après, je trouve la règle, là, qui arrive à sa limite, dans le sens où Martin, il se loupe complètement, mais derrière, il va ralentir, il va bien prendre l'échappatoire comme il le faut, il va laisser passer Bagnaia, alors peut-être qu'il aurait dû laisser passer Marquez aussi, j'en sais rien, mais au final, il va pas calculer dans sa tête, attends, est-ce que j'ai bien perdu une seconde par rapport à mon dernier secteur ou par rapport à la moyenne de mes secteurs Par et tout rapport ça. à la moyenne de ces points. Non, mais c'est impossible quand t'es sur la moto. C'est un peu... Ah bah, Moi, en ce que fait, je disais, tu peux, mais genre, il y a un scénario où t'en mets trop et tu perds 3 secondes, quoi. Enfin, c'est compliqué. j'en parlais avec Xavier Siméon sur Twitter, lui il me disait, bah, tu coupes la moto, oui. Tu l'as pas dit ça, Xavier, sur Twitter, je crois. Non, mais en Xavier, vrai, tu nous écoutes pas, mais on t'aime bien. Hein. mais oui, on t'aime bien, on t'adore, vive la Belgique. Calme-toi, par contre. Non, mais par contre, va pas jusque-là. À un moment donné. Non, mais en vrai, pour moi, la seule solution, si tu veux éviter ça, c'est pour empêcher que les pilotes ils soient attirés à faire un freinage de zinzin, c'est tu mets des graviers, comme ça le mec il va pas le faire hein, sans freinage. Mais ça, c'est comme le verre. Mettez de l'herbe, vous allez voir, ils vont arrêter d'y aller. Enfin, après, c'est dangereux, je suis d'accord. Ouais, Mais, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils arrivent dans la chicane, ils ratent le freinage, ils rentrent là-dedans alors qu'il y a le circuit derrière avec un bac à gravier, donc la moto, elle fait des tonneaux, elle se retrouve de l'autre côté. Tout va bien, au pire. Mais il sera pas attiré à faire un freinage tardif, ça, t'en peut-être. sais rien, après, il y a pas que des mauvais freinages. Après, on parle de Jorge Martin. Hein. Non, mais si, Tu sais que je pense en plus si les il arrive sur graviers. le circuit qu'il y a des mecs qui perdent les freins, tu vois. Enfin, Mais tu sais que je pense que même outre ça, les graviers sur cet endroit du circuit, ils seraient pas en trop dans le sens où regarde Alex Marquez quand il se tombe à la sprint, la moto elle est à 2 doigts de revenir sur la piste, alors que les graviers ils te l'auraient ralenti. Hein. ouais, alors faut faire attention parce que les graviers ça peut faire un effet pervers. Hein. Attention. Alors, à Portimao, il faut rebondir la moto, les graviers. Après, c'est du 0,30, hein, mais... Je sais pas. Hein. La zone asphaltée, je crois que pas trop. Enfin, je sais pas. Le problème pour moi, c'est... Alors, je suis d'accord avec toi, Léo, il y a de la cohérence. Parce que à chaque fois que c'est arrivé depuis le début de la saison, il y a eu la même sanction. Donc ça, on peut rien dire, en vrai. On peut pas en vouloir à Freddy Spencer, on peut s'en prendre au règlement. Le truc, c'est que je trouve ça con. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, le mec devrait être sanctionné s'il ne gagne pas de temps. Plutôt que s'il n'en perd pas assez. Parce que là, enfin, Jorge Martin, il perd du temps. Clairement, il est en tête, alors ça se discute parce qu'ils sont plus ou moins côte à côte avec Bagnaia. Il ressort loin, assez loin derrière, il peut pas le réattaquer tout de suite. Donc, pour moi, à partir du moment où le mec ne gagne pas de temps, je vois pas pourquoi on le sanctionne en fait. Genre, bah ok, il s'est raté, il a pas gagné de temps, bah, c'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est ça qui me dérange un peu. Vas-y, Léo. Attention quand même parce que je crois que c'est son deuxième meilleur premier secteur lorsqu'il passe dans l'échappatoire. Donc, Le premier, il arrive comme un V2, du coup, il perd pas de temps de temps. ouais, je pense qu'il réaccélère comme un malade là où Pecco ne peut pas le faire. Ok, ça j'avais pas vu effectivement. Mais après c'est compliqué. Je suis d'accord que c'est compliqué de savoir est-ce qu'on le sanctionne, est-ce qu'on le sanctionne pas. Mais je sais pas. Les 1 seconde, ça me paraissent énorme. Vas-y Maxime. Je suis très d'accord avec Léo, hein. C'est-à-dire que de toute façon la règle elle est là, elle est appliquée avec de la cohérence, donc c'est ok. Je pense que le seul truc qui nous embête, c'est que ça nous prive d'une belle course derrière. C'est plus une question d'affect et d'émotion que de factuel, Ouais. quoi. Factuellement, la pénalité est liée. Et on était les premiers à s'écrire comme des cons sur le groupe en se disant ah, c'est honteux, t'as du sang sur les mains. Freddy, on te déteste. Enfin bref. Alors qu'en fait, une fois que c'est bien expliqué, etc., que la règle elle est telle qu'elle est. Certes, c'est compliqué à faire une fois que dans ta course, sûrement que t'as pas envie de calculer ça. Tu vois juste que t'es en train de la perdre en fait, donc tu réfléchis pas forcément Enfin, t'y penses pas sur le moment. Surtout que ça faisait un moment que c'était pas arrivé, donc ça se trouve, il y a pas pensé du tout. Mais même c'est lui comme après ça. en conf, il a dit bah écoutez c'est comme ça, c'est la règle, elle a été appliquée et tout, il était Oui, de toute façon, au pas. pire, il finit P2. Dans tous les cas, il est pas. Non mais gros en plus c'est Jorge Martin, enfin tu vois c'est pas le dernier pour ouvrir sa bouche tu vois, donc en vrai Le ça seul truc m'aurait vraiment- pas. En fait, on est, Si lui se plaint pas c'est que c'est ok quoi. on est juste frustré en fait de pas avoir potentiellement vu. Ça se trouve, il aurait rien eu. Il aurait pris il aurait Comme pris le une tempête, dimanche. on aurait rien vu. Peut-être, mais, ouais. mais c'est ça. Donc bon, on est juste frustré par l'inconnu. Après, en fait.
Et peu importe sanctions, règles, cohérence que tu veux, on déteste quand même Freddy Spencer, hein. C'est sûr. Donc du coup, on va avoir une victoire assez large de Francisco Bagnaia en course sprint parce que l'ami Marc Marquez qui avait une deuxième place sécurisée va chuter à 3 tours de la fin, un truc comme ça. Et donc marquer 0 points une nouvelle fois sur une course sprint. Il est assez insupportable, je trouve, en ce moment là-dessus. Léo, toi qui es grand fan de Marquez, il rend fou là quand même. Enfin, je sais pas, on passe notre temps à dire oui, s'il avait une GP24, oui, s'il avait une GP24. Alors, ouais, bah ok, mais s'il était par terre, GP24 ou 32, ça changerait absolument rien, quoi. Et après, t'as les gens qui viennent me dire oui, attends, s'il vous plaît, asseyez-vous, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un mec qui m'a dit bah oui, mais en même temps, c'est pas de sa faute, il est obligé de forcer avec sa moto mid. S'il vous plaît, la GP23, c'est une moto mid maintenant. Non mais on aura tout vu. Je pense que pour la GP22, il quittait la Honda, hein. Oui, bah oui, non mais c'est certain. C'est certain. Bref, en tout cas, Léo, je te pose la question, il est... En fait, il a l'impression il retombe dans les travers du vieux Marquez où il déconnecte son cerveau, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Je sais pas si j'essaye de me rassurer en disant ça, peut-être que vous avez pas du tout le même avis que moi, mais moi j'ai plutôt l'impression que il sait que la GP23 a un truc en moins, même s'il le dit pas en conférence de presse. Et en fait, dès qu'il voit qu'il y a une petite possibilité d'aller titiller Pecco ou Martin, il va la jouer à fond, quitte à se mettre par terre, il s'en fout. Au final, le championnat, il le joue pas cette année, il le jouera l'année prochaine. Et je pense qu'il a juste envie de jouer ça. Il claque son meilleur tour quand Pecco il commence à être pas en perte de rythme, parce que je pense qu'il avait de quoi en remettre une Pecco, mais il rattrape 3 dixièmes et demi sur le tour avant où il tombe, Quand et il il tombe, fait son meilleur premier secteur. Quand il tombe, il est pas loin du tout, hein. Il a une seconde 2. Hmm. Non, une seconde 2, une seconde 3 je crois, et en claquant son meilleur premier secteur. Donc je pense qu'il se rapproche en plus de l'aspiration de Bagnaia. Je pense juste que lui, il avait envie d'aller gagner la course. Et il s'en foutait de marquer 0 ou je crois que c'est 8 points le Non, deuxième. Je pense qu'il y a peut-être deux poids deux mesures là-dedans, mais en fait c'est juste Marc Marquez et c'est juste pour ça qu'il a 8 titres, quoi. Enfin, c'est juste lui, on le changera jamais. Même quand il avait une Honda qui était inconduisible, ben, c'était pareil. Sauf quand il a failli peut-être mourir 2-3 fois, il s'est calmé. Mais c'est pour ça que c'est Marc Marquez aussi, on le changera jamais. Et c'est aussi pour ça que des fois c'est le spectacle et qu'on l'adore. Ça fait partie du personnage, ça fait partie du pilote qu'il est. Et on peut pas lui reprocher d'essayer toujours d'aller chercher la victoire en fait. C'est pour ça que c'est un grand champion. Et là, il a vu qu'il revenait, mais qu'il avait du sang dans les yeux, et il était là. Enfin, je vais me le faire, tu vois. Je pense qu'il pensait qu'à ça. Il n'avait rien à foutre de savoir s'il avait un peu de feeling sur l'avant, s'il perdait l'arrière ou. Et... je voudrais juste préciser, Léo, t'as dit qu'il était pas loin de l'aspiration de Bagnaia. Quand le mec devant une GP24, aspiration ou pas, bat les couilles, hein. Ouais, Ça passe c'est pas, hein. Ouais, vu la motricité qu'a la moto, même une autre GP24 derrière, ça vaut pas l'aspiration, c'est une dinguerie. Il aurait fait monter la pression du pneu, c'est tout ce qu'il aurait fait. Genre. Ouais, c'est tout ce qu'il lui aurait fait. C'est sûr. Bon, en course sprint, voilà, je vous l'ai dit, pour victoire assez large de Francesco Bagnaia. Devant Jorge Martin, du coup, qui, malgré son long lap, va réussir à récupérer une deuxième place, et Aleix Espargaro, qui, bien sûr, est resté comme d'habitude dans la demi-mesure en disant c'est le meilleur samedi de ma vie. Ouais, non mais... Il a vraiment dit ça. Oui, il a vraiment Il a dit gagné ça. en Catalogne. Il a vraiment dit ça. Après, ils reviennent de week-end. Enfin, le week-end oui, qu'ils puis font, même... ils reviennent de très loin, les Aprilia, parce qu'ils sont nuls part en début de week-end. Ouais, puis il déteste le circuit, donc je pense qu'il est vraiment content de sa performance. Il chantera moins le dimanche. Course de dimanche, du coup, et là, pas de suspense parce qu'il n'y en aura pas du tout en course. Bagnaia qui partait premier part en tête, il ne le revoit pas. Martin qui partait 2 va finir deuxième. Et Enea Bastianini qui partait 3 va faire une course solo du ghetto. Il va faire une traversée du désert pour aller prendre la 3e place du podium. Marc Marquez va terminer 4e, on va en reparler parce que sa course, elle n'était pas de tout repos. Brad Binder 5, Bezzecchi 6. Vignales 7, Morbidelli 8, Aleix Espargaro 9 et Alex Marquez 10e. Un petit mot très rapide sur Francisco Bagnaia parce que malheureusement, il fait une perf incroyable mais limite, on n'a rien à dire en fait. Juste, encore une fois, le package GP24 Francisco Bagnaia, c'est trop fort, Maxime. Je pense qu'on a sous nos yeux sa meilleure version qu'on ait jamais vue. Jusqu'à maintenant, il a géré des courses à 8 dixièmes d'écart. Donc on se disait, il y avait peut-être moyen que... Là, il a géré une course avec 1 seconde 5, 1 seconde 8 et il a creusé l'écart. Et en début de course, il est monstrueux. Enfin, quand il freine sur Martin, mec, on dirait que c'est son petit frère.
Le freinage qu'il lui met, il est ultra sale. Ça a l'air facile. Il arrive vraiment à amener la moto là où il le veut. Je sais pas si c'est lui s'il suit vraiment ses conseils, etc. pour le développement, mais en tout cas, tout pousse à croire parce que là, vraiment, il est vraiment en osmose avec sa machine et il n'y a rien à dire. En ce moment, c'est lui le plus fort et il n'y a aucun débat. J'étais le premier à dire il n'y a pas longtemps, peut-être un peu avant la pause, que de toute façon, Martin, c'était quand on parlait du débat Ducati, Marquez, etc. Que Martin était le meilleur pilote de la grille. Mais je retourne bien grand ma veste parce que là, pour le coup, il y a vraiment pas débat. Martin arrive à faire la différence sur un tour, toujours, mais sur une longueur de course, Bagnaia a repris l'avantage et assez franchement depuis les derniers week-ends. Léo, un mot rapide quand même sur Jorge Martin parce que on encense Bagnaia, mais Martin n'est pas si loin en vrai. Il fait un week-end archi solide, il fait 2 P2. On a l'impression limite qu'il limite la casse très très bien en attendant d'entrer dans l'espèce de tunnel qu'on n'a pas encore vu cette année de Jorge Martin où pendant 2 mois il sera intouchable. Je me dis que s'il arrive à maintenir cet écart en faisant P2, P2, P2 derrière Bagnaia qui est intouchable, quand ce sera son tour à lui, il va l'exploser potentiellement. Enfin, je me dis qu'il réfléchit comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Je suis totalement d'accord, c'est d'ailleurs ce que je voulais dire. En fait, ça doit être pas facile quand même pour Martin, dans le sens où il est largement le meilleur de la grille, mais il y a un mec, il est juste monstrueux, et il est devant toi et il te colle 2 secondes. C'est-à-dire que t'es le plus fort, mais du reste, après Bagnaia, quoi. Si on regarde les 4 derniers GP, c'est pareil. Martin est trop fort. On peut rien dire sur lui. Depuis Assen, on fait la même réflexion. Il fait le week-end parfait, mais Bagnaia à chaque fois est meilleur. Assen, c'était une dinguerie. On a passé notre week-end à dire à encenser Bagnaia et Jorge Martin fait P2, P2 à 1 seconde. Et oui, C'est fou, Assen. Et en qualif, pourtant, il claque un tour de zinzin, mais t'as Pecco qui vient en claquer encore mieux. En course, il fait 2 pas si loin que ça de Pecco, mais Pecco il reste métronome comme à son habitude. Comme ce week-end. Pour moi, là, la seule différence, c'est que c'est Martin qui a pris la pole et pas Bagnaia, mais pour moi, il y a vraiment des grosses similitudes entre ce week-end et Assen sur la physionomie des 2 courses, dans le sens où Martin est trop fort, mais il en manque un tout petit peu pour aller chercher Bagnaia. Bagnaia, il est invraisemblable. Vraiment, il est incroyable. Et on me posait la question sur les réseaux, ouais, sans vouloir dénigrer Bagnaia, je pense que c'est surtout l'attelage Bagnaia GP24 qui est fou, qui est complètement fou. Je pense qu'il connaît la moto sur le bout des doigts, que la moto est... tous les ans on dit ça, mais tous les ans c'est vrai, peut-être une des meilleures motos de l'histoire, en termes de domination, etc. Et lui, il fait une osmose folle avec la moto. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vas-y Maxime. Ce qui est fou, c'est qu'au niveau auquel est Bagnaia, Martin n'est qu'à 5 points. C'est Il est ça. qu'à 5 points en général, donc rien n'est perdu, mais par contre, ce qui me fait peur pour lui, c'est les courses qui arrivent. Attention à pas perdre la tête. Le double Misano. Le double Misano, ça va pas être facile. Il le bat l'année dernière, mais Bagnaia est blessé. Ouais, Et c'est après la grosse chute de Catalunya. Dessus, Il fait 3ème, gros, surtout. Il fait 4 et 3, ça Ouais, je crois que le dimanche, il fait 3 derrière Bezzecchi et Martin. Il a pas de chance après Martin, parce que il y a 2 semaines, Silverstone, c'est le meilleur après Bastianini. À Assen, c'est le meilleur après Bagnaia. En Autriche, c'est le meilleur après Bagnaia. Ah, mais la régularité paiera. Et par contre, là, c'est ce que j'allais dire. On voit un Jorge Martin qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est un mec qui prend les points de la 2ème place parce qu'il peut pas faire mieux, mais qui tombe, qui depuis quelques courses tombe pas. Il fait un championnat de champion. En vrai. Que le Saxe. Tombé au Saxe en menant. Ouais. En fait, Saxe et Jerez. Ouais. Mais le Saxe, c'est encore le Saxe, c'est pire parce qu'il a 2 tours de la fin. Et que c'est c'est pas win facile parce que Bagnaia est dans son coup, mais bon. Bref. 3ème Enea Bastianini, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais un poil déçu. Même si c'est très bien pour lui de faire 3ème, mais en fait, je me suis dit s'il arrive à rester à genre 2 secondes de Bagnaia ou de Martin, en fait, avec les pneus usés, il est trop fort. Donc en fin de course, il va être capable d'avoir le pace pour remonter et faire quelque chose. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a pris une turbo-valise comme les autres. Ouais, il disait que la piste correspondait pas à son style. Que les 2 pilotes de devant arrivaient beaucoup mieux à s'accommoder à la piste et à sa typologie. Que lui était quand même un pilote qui rentrait très très fort dans les virages et qui aimait ça.
et qui là du coup avec du gros stop and go avait un peu plus de mal. D'où ça se justifie, hein, c'est clair. On verra sur les circuits qui arrivent. Enfin, Misano, je suis pas certain qu'il puisse tirer son épingle du jeu non plus. C'est quand même une grosse partie du circuit. Oh, il était bon, hein, Misano avec Gresini. Hein. Ouais, Misano, je sais pas, c'est à qui? C'est à Rossi qui fait une dinguerie pour aller chercher une 3ème place, un truc comme ça. Enfin, ouais, Peut-être, C'est mais pas, il y a quand même des il a grosses pas doublé parties du Quarta circuit, quand il peut-être gagne son moins titre. peut-être moins Si, que c'est ça. l'Autriche, mais il y a une grosse partie, peut-être le dernier secteur et le début du premier qui est quand même assez arrêté. À voir s'il arrive à s'en sortir, parce qu'il y a quand même beaucoup de virages aussi rapides. Ouais, le 3ème secteur. Donc bon. À voir. Par À contre, Aragon, ça peut lui correspondre. Ça peut être pas mal. Marc Marquez termine 4ème après une course très chaotique. Son all shot device est pas enclenché au moment du départ, alors on va y avoir un débat. Apparemment, c'est lui, je sais pas, vous allez peut-être me confirmer, c'est lui qui l'a désenclenché en faisant chauffer son freinage avant de se placer sur la grille. Du coup, à l'arrêt, impossible de désenclencher. Je trouve, dites-moi si je me trompe, mais que pour un mec qui part sans all shot device alors que tous les autres en ont un, je trouve qu'il fait un super envol. On en a vu des plus Vraiment, parce catastrophes. que un mec sur la prise des freins, il est 6-7, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas horrible pour un mec qui part sans sans le mode dragster, quoi. Par contre- Malheureusement, Franco Morbidelli arrive n'importe comment derrière en mode et il va Ah, mais le c'est Barcelone. déglinguer. Ils vont tous les deux partir assez loin. Je t'écoute, Léo, t'avais un truc à dire? Je sais plus qui faisait la réflexion sur Canal, si c'était De Punier ou Rigal, mais qui disait que en 2027, les départs, ça sera celui de Marquez ce week-end, et je pense que ça va être horrible et qu'on va avoir des accrochages de bouffons, désolé du terme, au premier Je suis pas virage, sûr, c'est moi. possible. Ouais, Moi, ils vont je suis pas travailler sûr parce qu'ils vont- différemment. Mais mec, je suis pas sûr parce qu'ils vont arriver avec 30 de moins. Ils vont Ah, mais, arriver avec entre 20 et 30 de moins, donc mais ça va t'as peut-être vu, un peu moins être la cohue, tu vois. avec le device, la moto, elle est plaquée au sol et elle part tout droit. Là, la moto de Marquez, elle fait enfin, le Mais mec, après, il arrive pas à la ils ont contrôler. des procédures de départ avec du TC et tout qui s'adaptent. Ouais. Ils adapteront les procédures de départ différemment, je pense. Ils travailleront Je pour pense ça. que les De toute façon, premières c'est courses, comme dans tous les sports où il y a eu des changements de réglementation, ils ont toujours réussi à s'adapter, même si sur peut-être les premières courses ce sera cata le temps qu'ils règlent ça. Mais par contre, je pense que, par exemple, s'il est encore là, c'est là qu'un mec comme Miller peut faire une différence folle parce qu'il a toujours été incroyable sur les départs, avec ou sans le shot device. Et là c'est les technologies de la moto qui font la différence. On sait que la KTM pendant un temps était incroyable et Binder et Miller faisaient des départs de fou. C'est de nouveau l'homme, entre guillemets. Alors l'électronique va entrer en compte, comme tu dis, Maxime, mais peut-être qu'il y aura des plus grosses différences qui seront possibles d'être faites au départ. Donc ça La peut être bise à- intéressant. La bise à Vignales, bien sûr. Bon, après, Oh, ça veut putain, dire que potentiellement, tu vois Miller rester jusqu'en 2027. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Du coup, accrochage entre Morbidelli et Marquez qui vont se retrouver très très loin tous les deux et remonter exactement le même nombre de places. Marquez va remonter de la 13e à la 4e place. Et Morbidelli de la 17e à la 8e. Marquez, il nous a animé la course. Sans lui, ça aurait été un peu ennuyeux. Franchement, il fait 10 dépassements propres. On peut discuter un peu de celui sur Bezzecchi, mais non, c'est pas dingo non plus. Non, mais c'est une Tu vois, spéciale il- dédicace. C'est vraiment juste. Ouais, pour- voilà, c'est bisous, quoi, tu vois. Mais alors, celui sur Binder, par contre, incroyable, un des plus beaux de l'année, potentiellement. Donc, grosse course. Est-ce que, comme tous les noobs, je suis pas très gentil, mais j'en peux plus, les mecs qui sont venus m'expliquer que sans Morbidelli, il aurait gagné la course. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Est-ce que, non, mais en vrai, sans cet accrochage, où est-ce que vous le voyez finir, Maxime? Je pense que de ce qu'on a pu voir avec le rythme qu'il avait, il était entre 2 et 3. Il était sûrement entre Bastianini et. Je pense qu'il finirait mieux la course que Bastianini dans tous les cas. Donc je le vois bien, ouais, tenir sa P3, quoi, comme en course sprint. Pourquoi pas aller se battre avec Martin en fin de course? Mais pas beaucoup plus que ça. Puis surtout que devant Sager. On sait très bien comment ça se passe pour Pecco. Bien sûr. Il en avait encore, Bagnaia, c'est sûr. Enfin, c'est pas qu'il en avait encore, mais il est capable, peut-être qu'il avait un 10e de plus s'il avait fallu, tu vois. Ouais, je pense. Léo, même question, sans l'accrochage, tu le vois finir où? Alors en sprint, je t'aurais peut-être répondu sans la chute qu'il peut aller jouer avec Pecco. Là en course longue, Ça, c'est je suis impossible. d'accord. Je suis d'accord qu'en sprint, s'il tombe pas, je dis pas qu'il le bat, mais je dis que Pecco transpire. Je pense qu'il la joue pas. Oh, moi je pense qu'il a joué à fond, quitte à se foutre au tas en dépassant. Ouais, C'est- ou moi, difficile je- d'aller chercher celui-là. Hmm.
Mais en course de dimanche, du coup, tu penses que ça le fait pas? Impossible. J'aimerais bien l'analyser, comme j'en fais des fois. Le rythme On va faire ça. Marquez, voir si en fin de course il peut aller le titiller. Je crois que sur l'ensemble de la course, Marquez est plus rapide sur la fin. Après, peut-être que Martin est un peu plus en gestion. Mais sur le début, après, il est en train de remonter, donc c'est difficile à dire. Mais C'est compliqué, il reste un moment derrière Binder quand même. ouais, je pense que la P3, elle est assurée. La P2, elle est compliquée. Rapidement, messieurs, sur les autres, Brad Binder qui fait une course de dimanche honnête, qui tient sa P5 plutôt pas mal, mais même j'ai cru qu'à un moment donné, il allait réussir à tenir mieux Marquez que ça. Enfin, plutôt bien Marquez. Il a réussi à tenir Bezzecchi. Bezzecchi qui fait un dimanche intéressant. Je l'ai trouvé très chaud au départ. J'ai même cru qu'il allait accrocher le wagon des trois devant et réussir à les suivre. Vignales 7, Morbidelli 8. Alors très rapidement sur Morbidelli, il fait pas un week-end. Enfin, ok, il est GP24, on s'attend à autre chose, on l'a dit 1000 fois. Mais effectivement, après cet accrochage, il fait une remontée plutôt intéressante. Il se qualifie plutôt bien. Il fait des chronos intéressants en essai libre et tout. Bon, je trouve que son week-end n'est pas cata, Léo. Non, il est plutôt honnête. Enfin, comme je disais au début de l'épisode, hein, il est pas nul. Il est là où on l'attend d'une certaine façon, quoi. Maxime. Mais en fait, on pourra en attendre plus, parce qu'on sait de quoi il est capable. Il nous a montré certaines choses en Moto 2 ou en début en MotoGP. Il était quand même très fort et c'était un gros prospect. Maintenant, si on suit la courbe des dernières années, c'est pas étonnant. Il fait des week-ends, il fait le minimum syndical, on dira. Voilà, on peut pas en attendre moins de lui parce qu'après, ça serait vraiment malhonnête. Mais il est tout le temps en Q2. Quand il suit Martin en free practice, il arrive à claquer des bons temps, donc ça laisse à présager des bonnes choses. Moi, ce que j'attends forcément, c'est voir Misano. Est-ce qu'il peut y avoir un déclic? Ça peut être intéressant. Euh, Voir ce qu'on pourra avoir. On tirera peut-être des conclusions après Misano, parce qu'après on va partir en tournée Outre-mer, et encore que tournée Outre-mer, il a prouvé qu'il savait être bon aussi. Hein, la fin de saison 2020, il, est, il est très très bon, Morbidelli. Il n'y a pas d'outre-mer en 2020. Il n'y a pas d'outre-mer. Il est juste Ouais. bon en fin de saison. Ouais, ok, ben. Outre. Vas-y, Léo. Honnêtement, moi je pense qu'il souffre un petit peu de la comparaison avec les autres GP24, mais à normal, en pondérer même parce temps. que C'est normal oui, qu'on normal. compare. Normal qu'on compare, mais d'une certaine façon, Bagnaia, Martin, Bastiani, ils sont là depuis un paquet de temps. Les trois sur la Ducati, ils la connaissent bien. Morbidelli, il l'apprend, il sort de saison compliquée. Et Alors d'une ouais, on grosse pourra en blessure. attendre. Et d'une grosse blessure en début de saison. Alors, on pourra en attendre un petit peu plus d'un mec qui est sur la moto, qui est peut-être la meilleure moto qui a jamais été faite en MotoGP à ce jour. Mais au final, les résultats restent honnêtes. Il est tout le temps dans le top 10 depuis 5 week-ends. Même si la GP24 est très forte, tu as les GP23 à battre, avec pas des peintres dessus, les Aprilia qui sont pas nuls non plus, les KTM qui restent honnêtes. Donc il faut le faire le top 10 tout de même, quoi. 100% d'accord avec vous. Ensuite, t'as Alex Espargaro P9, Alex Marquez P10. Un petit mot rapide sur Paul Espargaro P11. C'est pas mal. Il fait un week-end, je trouve, très cool pour un retraité qui fait une petite pige un peu à l'arrache là. Il fait Q2, non? Ouais. Ça, c'est bien. Non, mais c'est bien. Franchement, il fait Il fait 6 fois les points à Marini. Ouais, c'est vrai, putain. J'ai envie de mourir, putain. Derrière, Miguel Oliveira 12, Pedro Acosta 13. Ouvrons très rapidement, je vous en supplie, parce que on fait très long, le dossier Pedro Acosta. Est-ce que c'est trop tôt pour ouvrir le dossier ou pas? Moi, Maxime. Je pense que oui. Il fait un début de saison, je pense, très 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 largement honnête, où il s'adapte très rapidement à la moto. Après, sur les dernières courses, c'est quand même lui généralement qui est la meilleure des KTM, que ce soit en qualif ou. Bon, là, il passe par un mauvais week-end. Ça arrive, hein, c'est un rookie, hein, faut pas l'oublier quand même. Il est quand même très jeune. Sur une moto qui doit pas être facile à prendre en main non plus, je pense, quand t'es rookie. Puis la pression, mec, je pense qu'à un moment donné, il s'est aussi mis la pression en mi-saison. Enfin, on parlait de lui pour le titre presque. Enfin, pas mi-saison, mais au bout de 6-7 courses plutôt, pardon. Où il était en top 5 et tout. Enfin, c'est des choses qui sont pas faciles à gérer. Moi, je pense qu'il faut vraiment lui laisser digérer sa saison. Il a signé dans l'écurie usine, etc. Bon, il a pas géré ça comme un crack, comme a pu le faire Marquez ou quelques autres qui sont arrivés très très forts.
mais il n'y a pas tout à jeter. Léo. Moi, je l'ai ouvert, je l'ai posé sur Twitter. Je me suis fait insulter toute ma famille sur mes 5 dernières générations. Mais c'est pas grave. Non, d'une certaine façon, moi j'attends qu'une seule chose, c'est que ça soit lui qui me force à le fermer. Parce qu'avec le début de saison qu'il nous a montré, j'en attends un peu plus maintenant, ou au moins de la constance dans ses résultats. Là, ce week-end, sur un circuit qu'il apprécie, devant son public, parce que Spielberg, c'est là où on entend la KTM, bah, il est pas en Q2, et il est loin, que ça soit en sprint ou en course. Même à un moment, il est presque à la bataille avec son coéquipier Fernandez. Donc, c'était très pauvre ce week-end. Maintenant, je pense qu'il peut être rapide. Peut-être que, comme dit Maxime, il se fout un petit peu la pression. Moi, j'attends de voir d'autres résultats, mais si jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas un petit regain d'énergie, je pense qu'on peut commencer à ouvrir le dossier et à se poser des questions pour l'année prochaine. Après, je suis pas inquiet dans le sens où sa première saison en Moto 2, sur une machine qui est aussi assez compliquée à s'adapter, il a eu des moments où il était très fort, mais il a eu aussi des moments, ça n'avait pas été super régulier. C'est vrai. Je pense qu'il faut laisser passer cette année-là. L'année prochaine, il va être bien entouré dans une écurie usine où ils vont peut-être amener une moto encore meilleure. On voit que ça travaille beaucoup aussi, KTM, autant sur l'aéro. Il avait encore un carénage avant différent, un carénage arrière différent, Espargaro. Ça travaille. Il aura toutes les clés l'année prochaine et je pense qu'on le jugera l'année prochaine. Il ne faut pas oublier aussi que, je le dis tout le temps, mais Tech 3, c'est pas une écurie qui gagne. On peut dire ce qu'on veut, c'est vrai. mais... Il a 19 ans en plus. Voilà, donc je préférerais attendre l'année prochaine, à part qu'il fasse vraiment des week-ends honteux où il continue à se mettre des 3 luges ou 4 luges par week-end, à être vraiment très très loin. Mais je suis pas archi inquiet. Moi, juste pour terminer sur Acosta, je dirais juste deux choses. C'était, je pense, son pire week-end de l'année parce qu'il a zéro rythme. Il n'arrive pas à se qualifier en Q2, il est nulle part en course, etc. Et en plus, il tombe trop. En fait, dernièrement, juste, il tombe trop, c'est une catastrophe. Là, la deuxième qu'il prend, waouh, je pense que tu y penses un peu quand tu rentres dans le box, même le soir dans ton motorhome, hein, parce que celle-ci a fait flipper. Vas-y, Léo. Je suis d'accord avec toi, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au final, ce qui me gêne le plus, c'est que il a commencé à chuter, mais il chute pas qu'un peu, il s'en met des très belles, il se sort extrêmement vite. Bon, après, je sais pas les dépenses de Tech 3, mais je pense que ça a quand même un coût pour l'équipe. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est que il a du mal à accrocher un résultat et quand il est dans un top 10, bah, il a beaucoup chuté lorsqu'il avait des points. Et à côté, quand il en a pas, bah, il est complètement à côté de la plaque. C'est ça qui me gêne aussi un petit peu. Tout à fait. Je pense que c'est important qu'il ait ces phases-là maintenant. Vaut mieux qu'il les ait maintenant que l'année prochaine. Qu'il expérimente un peu tout. Les gros volumes, les week-ends à chier, etc. C'est c'est jamais, sûr. quoi. Sinon, ils vont lui envoyer Helmut Marko, mon pote, il va parler chinois. Takaki Kegamin termine 14e, Augusto Fernandez 15, Rins 16, Mir 17, Quartaro 18. Le week-end était cata, les gars. Je pense qu'il n'y a même pas, il y a rien à dire. Le week-end était horrible. Il a jamais réussi à trouver du rythme. Jack Miller termine 19e à moins de 5 dixièmes de Quartaro, alors qu'il a chuté. Donc c'est pour dire à quel point la Yamaha n'avançait pas. Miller, avant sa chute, meilleur pilote KTM du week-end. Il fait un week-end archi solide avant sa chute, malheureusement. Lui, par contre, meilleur week-end de l'année. De très très loin pour lui. Savadori 20, Zarco 21, qui termine juste devant Stéphane Bradl. Je crois qu'il a eu un problème. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas entendu son interview, mais apparemment il a eu un problème en début de course. Il s'est retrouvé très très loin, il a dû remonter. Je t'écoute, Léo. Et d'ailleurs, Bradl, moi j'ai appris cet après-midi à 18h que Bradl a couru ce week-end. Je sais pas si vous étiez au courant. On n'a pas entendu parler. On ne voit pas à l'écran, c'est normal, mais on n'a pas entendu parler une seule fois. On n'a rien montré comme évolution sur la Honda. Je savais même pas qu'il était là. À mon avis, je pense que Honda, ils vont prendre un choc thermique l'année prochaine avec Aleix Espargaro à sa place. On n'a pas idée. Hein. Parce qu'en plus, ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, il vient avec son chef mécano aussi. Donc, ce qui est pas anodin, il arrive avec des datas pour de vrai et un mec qui l'a aidé à développer la moto de l'Aprilia. Donc, je pense que Honda, ils vont prendre un sérieux choc thermique de passer de Bradl à Espargaro. Vraiment. Puis Espargaro, s'ils font pas comme ils veulent, il va prendre un japonais, un autre, il va prendre l'homme pour taper sur l'autre. Les retours dans le box. Ah ouais, là, frère, ça va taper du poing sur la table. Hein. S'il amène et qu'au bout il y a le feu rouge.
Attention. Je pense qu'il va regretter la Aprilia quand elle arrive en MotoGP. C'est possible. Ah, putain, Un petit point championnat très rapide, du coup, Bagnaia est en tête de 5 points devant Jorge Martin et Bastianini est à 61 points, Marquez à 83 et Viñales à 136. Brad Binder est lui repassé devant Pedro Acosta pour être le meilleur pilote KTM avec 128 points et Acosta 125. Messieurs, un petit mot avant de conclure. Est-ce que, vous avez un dernier sujet que vous voulez aborder avant qu'on conclue? Vous pouvez dire non, c'est autorisé. Eh ben, c'était incroyable, merci beaucoup. Je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent, déjà je vous remercie, et pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, tout le tralala, vous êtes habitués. Pour nous suivre, Twitter et le groupe Facebook, le Nurshi du MotoGP. Léo, Maxime, merci beaucoup. Merci à toi. Mec. Et je vous donne Merci. rendez-vous en Aragon dans 15 jours pour la victoire de Marc Marquez. Je serai pas là du coup. C'est annoncé. Non, franchement, j'y crois pas. Je pense que c'est sa dernière chance. Je pense que c'est sa dernière chance à la régulière. Jorge Martin. Léo. Alors moi je dis Bagnaia, il est très fort à Aragon aussi. Allez, Viñales. Bisous. Oh, et tu sais quoi? Non, je pensais de la merde. Tu sais quoi? Moi, je merci. dis- Vas-y, vas-y. Alex Marquez il fait un podium. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est intéressant. Genre ça c'est moins pire que Viñales. Ça. Non, c'est pareil. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Bisous. Congratulations! Ah, incroyable. Simonelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran him out!